Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que mon grand plaisir en interaction avec le monde numérique, c'est de trouver des gens, des vrais gens. Et parfois ça commence dans le fil des commentaires. J'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Mal dans le fil des commentaires d'un sujet assez exigeant dans lequel je revendiquais mon droit, mon aspiration même au raisonnement complexe. Alors attention, la pensée complexe, oulala, ça y est, c'est tout de suite entaché d'une sombre présence politique qui plane au-dessus de nos têtes. Donc toute référence à ces personnages non fictifs est totalement involontaire et absolument pas décisive. Blague à part, la pensée complexe, c'est aujourd'hui l'antéposé absolu des postures que l'on adopte généralement, spontanément, notamment dans les réseaux sociaux, parce que on est tous, à un moment donné, curieux de ce que l'on peut obtenir comme suffrage en étant dans la séduction, en étant dans cette espèce de dynamique, de complaisance, de bien-pensance aussi. Et il y a ceux pour qui ça fait partie du quotidien et ça passe totalement inaperçu, et peut-être même que ça leur plaît. Et puis alors il y en a qui commencent à être un petit peu plus critiques, voire d'autres, si on va plus loin, que ça agace franchement. Bon, ben voilà, c'est ça la pensée que j'avais exprimée ce jour-là. J'étais sincèrement agacé par cette médiocrisation du discours dans les réseaux sociaux, agacé que l'on me soupçonne parfois moi-même de chercher à ne faire que plaire. Oui, comme tout le monde, j'ai envie de plaire, mais je n'ai pas envie de plaire à n'importe quel prix, ou j'ai en tout cas envie de faire des rencontres qui comblent et qui remplissent leur fonction, à savoir combler donc cette aspiration à une forme d'intelligence collective, quoi, voilà. J'ai rencontré Jean-Pierre Mal comme ça. Vous allez voir, c'est un personnage non seulement attachant, mais c'est aussi un entrepreneur tout à fait atypique. Il y a des choses intéressantes à nous dire, et on va donc se livrer à une conversation à bâton rompu sur nos sujets de prédilection. On ne s'est pas préparé, on n'a rien prémédité, on a une vague intention qui va se préciser pendant la conversation, et on aura plaisir aussi à refaire ça plus tard sur la base des questions que vous pourrez m'envoyer. Alors si vous êtes timide, vous pouvez me les envoyer toujours en messagerie privée. J'ai remarqué que vous étiez très nombreux à faire ça quand vous regardiez parfois un contenu, sans forcément vous manifester dans le fil public, vous m'envoyez un message en privé, pourquoi pas. On les traitera. Ça vous permet de développer votre pensée sans vous sentir jugé ou sans vous sentir obligé justement de plaire ou de le faire d'une manière qui rentre dans ce que vous pensez peut-être par excès d'anticipation, être les canons de beauté du commentaire réussi. Vous êtes beaucoup plus de timides que ne le laisse penser l'effervescence des réseaux. Donc pour les timides, bienvenue aussi. Je tiens à dire que donc je lis ces messages, je les traite. Et là, il y a une vraie aspiration, si vous voulez, à créer un contenu évolutif, collaboratif avec tous ceux qui ont envie de rester dans une dynamique d'apprentissage, d'auto-éducation, qui veulent grandir au contact des autres. Voilà, donc moi je vais un petit peu grandir au contact de Jean-Pierre, que je vais laisser maintenant se présenter. Mon cher Jean-Pierre, bienvenue dans mon modeste studio, qui, comme j'ai coutume de le dire, fonctionne comme un stylo. Je sors le stylo, mon bloc-notes, paf, on improvise une interview. On aurait pu se rencontrer autour d'un café, et puis faire connaissance. Et moi je t'ai dit, bah non, en fait notre première rencontre va être filmée. Et donc tu as gentiment répondu oui. Donc ça veut dire que tu es aussi fou que moi, tu prends un risque complètement dingo, sans filet ni rien. Un pro total. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, comment tu réfléchis, comment tu penses, quelles sont tes aspirations du moment, bien sûr. Là, maintenant, tout de suite, tu as des choses quand même non seulement à dire, mais à faire. Tu es ce que j'appelle un doer, quelqu'un qui fait. Alors, mon cher Jean-Pierre, où en es-tu aujourd'hui ? Merci déjà Frédéric de me recevoir. Alors le stylo que tu utilises est quand même assez bien équipé et assez cher finalement. Ouais, c'est un petit délire de geek, j'avoue. C'est pas rien. Alors qui je suis? Moi je travaille au croisement des maths et de la psychologie cognitive depuis des dizaines d'années. Je suis tombé dans la marmite en fait de la psychologie cognitive assez tôt dans ma jeunesse, ayant eu à passer des examens de psychologie parce que j'étais un peu en avance sur le parcours scolaire. Ça m'a titillé. Je me suis dit bah voilà, les autres pensent différemment que moi, donc j'ai cherché et j'ai mené en parallèle de mes études scientifiques. Je suis centralien, des recherches en matière de psychologie de la personne saine. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas trop à aux excès de psychologie, aux problèmes cliniques, etc. Mais aux individus comme toi et moi. Et qu'est-ce qu'on découvre en s'intéressant à la personne saine ? Eh ben, ce qu'on découvre, c'est la façon dont les gens analysent les situations, la façon dont ils vont dérouler des schèmes cognitifs sur ces situations-là. Qu'est-ce qu'il y a dans leur champ de conscience à un moment donné ? Pourquoi ils adoptent une attitude particulière à un moment donné ? Comment cette attitude va se
concrétiser en comportement compte tenu des contraintes de l'environnement, etc. Tout ça, ça donne une complexité. Tu parlais tout à l'heure de la pensée complexe, etc. Oui, ça donne une complexité importante. Et ce qui fait que d'ailleurs que lorsque l'on fait de l'analyse comportementale, par exemple, on ne peut pas en dire grand-chose. On va retomber facilement sur des stéréotypes. Parce que un comportement, c'est quelque chose de très complexe. Ça nécessite justement de connaître le champ de conscience, la cognition, l'attitude, comment vit la situation une personne à un moment donné. Et le chemin à faire est très long. Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis que de façon automatique ou avec de l'intelligence artificielle ou autre, on ne peut pas rentrer dans ce schéma-là. Il faut vraiment faire toute une étude d'heuristique, d'observation des gens, de façon à pouvoir faire des modèles qui vont permettre de comprendre leur situation, de comprendre leur comportement au travers de leurs réflexions, etc., leurs choix à un moment donné. Donc tout ça, c'est mon job. Et j'en fais des modèles cognitifs et que je donne à des informaticiens pour faire des processeurs, des services SaaS qui vont faire de l'analyse de données de façon à faire ressortir ces éléments-là pour connaître les spécificités d'un individu, ses singularités. La voie royale vers l'intelligence artificielle. Ben oui, aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est une fonction plutôt statistique. Les gens ont développé des algorithmes autour de ce qui nous rassemble, ce qui nous fédère. Ce qui est important, c'est de s'intéresser à tout ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie est beaucoup plus important que ce qui nous rassemble. Si je fais un machine learning, aujourd'hui on en parle beaucoup, qui va analyser tous les hommes, elle va dire, les hommes ont 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, soit. Ce qui est important, c'est pas ce qui nous rassemble, ce qui est important, c'est ce qui nous différencie. Ce qui va faire que... C'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est, entre guillemets, pardonne ma familiarité, mais on s'est mutuellement kiffé dans les réseaux sans se connaître, parce que tu étais comme moi adepte de la friction pédagogique, c'est-à-dire le débat, le débat évidemment constructif, le débat bienveillant, pas le débat spectacle version télévisuelle, version Ruquier le samedi soir où on s'engueule et on finit par pleurer. Non, mais le débat en tout cas avec... alors j'aime beaucoup cette notion de débat qui est pour moi une conversation plus, c'est la conversation premium, au sens où c'est tout le contraire de la conversation fatigue, de simplement formelle, comme ça pour garder un lien social, une interaction sociale, mais le débat dans lequel on est donc obligé de construire des arguments, d'anticiper les objections de son adversaire, j'ai envie de dire, ou en tout cas de son challenger, pour construire un raisonnement plus élaboré que si on faisait seulement la somme du point de vue de chacun. Puisque la combinaison déjà de 2 points de vue, à partir de là, on commence à avoir un embryon d'intelligence collective. Voilà. C'est là qu'on s'y retrouve ensemble. Et justement, il y a manifestement quelque chose de très intéressant à creuser pour les années à venir. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans une perspective d'interaction sociale numérique, donc les réseaux sociaux. Les intelligences artificielles actuellement sont tellement rudimentaires qu'on appelle ça donc les bots qui ont tendance à se substituer aux humains. On sait que plus de 50% par exemple des interactions sur Twitter se passent entre des robots qui s'échangent des politesses. Merci de me suivre, renvoyer ou parfois même sur des mots-clés, etc. Bon, donc là on est dans les rudiments. Mais comment tu vois arriver justement l'avènement de l'intelligence? Alors, petit exercice de prospective sans un excès d'ambition, puisque là il faudrait peut-être même bloquer une semaine pour commencer à développer une pensée qui j'imagine est très précise sur ce sujet-là et qui nécessite en tout cas beaucoup de réflexion. Mais en quelques mots, qu'est-ce que ça t'évoque, l'avènement de l'intelligence artificielle dans le contexte justement du web social? Parce qu'on ne tuera jamais les réseaux sociaux complètement, même si à terme il y aura de plus en plus de robots dedans. Mais en tout cas, il va y avoir cette rencontre de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux et de plus en plus matière à, comment dire, peut-être aussi à s'inquiéter, matière à suspicion à l'endroit de tous ces avatars dont on ne sait jamais totalement si c'est des vrais humains, etc. etc. Bon. Tu t'intéresses donc à ce sujet-là? Oui, bien sûr. Alors, de façon plus générale, les algorithmes, les heuristiques que je fais servent à faire des employés numériques. L'employé numérique, c'est un individu virtuel qui est au milieu d'un ensemble d'employés. Donc c'est la même chose que l'on a dans un réseau social commun ou un réseau social d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une machine va effectivement s'insérer et essayer de faire un certain nombre de tâches, de renseignements, de prévenir, donner des conseils, etc. C'est très drôle de se dire que les DRH vont devoir incorporer dans leur modèle mental des équipes hybridées, quoi, humains et robots qui et fonctionnent d'ailleurs, ensemble. quand on veut tester une intelligence artificielle, si elle est élaborée,
il ne faut pas imaginer faire un test comme on le faisait avant, des A/B testing ou des trucs comme ça. Il faut plutôt appliquer des procédures de recrutement, c'est-à-dire mettre l'intelligence Y compris pour la artificielle à machine. l'essai. Ben oui, bien Eh oui. sûr. De façon à voir comment elle va se comporter, puisque de toute façon, on ne peut pas prédire ce qu'elle va faire, puisqu'elle va apprendre au fur et à mesure. C'est ça. Et, C'est pour ça que tu emploies le terme heuristique d'ailleurs, parce que l'heuristique fait référence à une méthode scientifique qui consiste à apprendre sur le tas en quelque sorte. oui, c'est ça, hein. observer surtout. Voilà, Alors, principalement c'est l'observation. surtout l'opposition avec une démarche scientifique classique qui est démonstrative, où quelqu'un va faire une thèse, il va réfléchir sur un certain nombre de choses, il va donner de l'argumentaire, il va démontrer, etc. Moi, j'ai jamais voulu faire ça parce que j'ai pas le temps. Je veux aller assez vite. Ouais. Et donc, je fais de l'observation, ça marche, je suis pragmatique, je l'applique sur l'endroit où ça marche. Oui, oui. Basta. Si quelqu'un d'autre veut tester ailleurs, bah, il le fait. Si ça lui va, il le prend. Si ça lui va pas, il le laisse. Oui, d'ailleurs, l'heuristique, c'est ça. C'est une démarche C'est pragmatique une démarche. qui consiste à se laisser surprendre par les découvertes que l'on ne prémédite pas, en quelque sorte, alors que quand Ça, on c'est tente. la sérendipité, oui. Oui, Voilà, oui. voilà. Alors, oui, par sérendipité, c'est ça. Ça, il a la sérendipité. Non, Voilà. l'heuristique ne relève Pas- pas de la sérendipité. L'heuristique, c'est vraiment de faire un modèle à partir de l'observation, À partir de l'observation. mais un modèle qu'on ne va pas démontrer. Ok. On ne va pas expliquer pourquoi on a ce modèle-là, on le Voilà. constate, il Mais on va fonctionne. quand même faire des découvertes non préméditées. C'est ça qui. Ah oui, voilà, enfin, qui fait que- on prend un élément. Bah, un exemple, c'est l'algorithme des fourmis, par exemple, pour optimiser le schéma dans un graphe. C'est des choses comme ça. Là, c'est des heuristiques qui ont été faits il y a très longtemps. voilà, On c'est s'est ça. dit, bah, ce que font les fourmis, on peut en faire Voilà. une équation. Voilà. Un De par algorithme. l'observation des fourmis, on a déduit des modèles. Voilà, la Hmm. fourmi optimise son chemin, donc voilà, on en a fait un modèle. Mais on ne peut pas dire exactement pourquoi, à un moment donné, quel algorithme les fourmis mettent en œuvre. Ça n'a pas trop de sens non plus. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un lien aussi quand on est à la croisée des chemins, comme c'est ton cas, entre la recherche, mais aussi la philosophie, parce que tu Oui. es quelqu'un qui a beaucoup. Alors, très intéressant, je dis pour nos amis internautes, intéressez-vous vraiment à Jean-Pierre Mal, parce que c'est moi, quand j'ai commencé à interagir avec lui, je pensais que c'était un prof de philo. Hein. Il a tout lu, il lit 4 ou 5 bouquins par semaine, ce qui est authentique, hein, donc SIC à l'image. Il lit 4 ou 5 bouquins par semaine. Il a vraiment, enfin pour moi, il a l'essence de l'autodidacte dans sa version la plus noble aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui maximisent totalement le potentiel, non seulement des réseaux sociaux, mais de tout ce que le numérique met à leur portée pour aller plus vite dans la quête de connaissances. Je sais bien, c'est pas un hasard, sinon qu'on s'est croisé sur LinkedIn sur une conversation stratosphérique qui a dû d'ailleurs décourager pas mal de gens qui ont dû penser qu'on était fous. Mais pour mais pour rester en tout cas sur ce terrain-là, alors, et pour démontrer, je l'espère, même aux plus sceptiques parmi ceux qui sont encore avec nous, qui ne sont pas encore partis en prenant leurs jambes à leur cou, en me faisant pause sur cette vidéo pour aller écouter Gary Vee ou quelqu'un de plus facile. Et je dis ça vraiment sans prétention, bien sûr. Je parle d'une aspiration hein, qui nous relie, une aspiration à, justement, je parlais de pensée complexe, à essayer de trouver justement, donc par cette méthode de l'heuristique, en observant autour de soi des modèles, des choses, des idées qu'on puisse en dégager. Et alors à ce titre-là, moi, je suis dans un processus comment dirais-je, d'imprégnation aux réseaux sociaux qui passe par. Alors, je me suis donné tous les moyens possibles et imaginables pour être sûr d'être à peu près partout. Donc, ça fait juste de moi un geek. Donc, je suis partout. Même quand je suis très discret, je suis partout, je regarde tout ce qui se passe. Bon. Et je pense avoir échappé au piège de l'addiction. Même si je ne nie pas que je suis sous perfusion des réseaux. Je vais expliquer pourquoi. Parce que je pense que ça vaut la peine de garder une distance critique, aussi critique que possible, sur leur mode de fonctionnement et en déduire ce que vont devenir les interactions sociales. Donc, moi, je suis comme toi, j'ai un côté autodidacte, je suis très passionné alors, je suis très bibliophage aussi, et quand j'étais jeune, bon, il n'y avait pas Internet, donc je lisais des bouquins, puis j'interagissais avec des gens dans des cercles plus ou moins mondains, avec plus ou moins de portée, plus ou moins de visibilité. Bon, aujourd'hui, ce qui change, évidemment, c'est que, quoi que je fasse, quelqu'un qui aurait intérêt à me suivre, par exemple, pourrait facilement topographier tous mes contacts, voir à peu près tous mes centres d'intérêt, et bref, quand je dis quelqu'un, demain ça sera peut-être tout simplement une machine. Ouais. Ça a évidemment commencé, mais je veux dire par là, demain ça sera de plus en plus spectaculairement efficace pour faire mon profil psychologique. Bon. Et donc ce qui m'amène donc au sujet que j'aimerais explorer avec toi, qui est celui que je vais pompeusement
appeler, que je vais pompeusement essayer de résumer dans le vocable de phénoménologie des réseaux sociaux. Non, c'est pas du tout pour me la jouer, je pense qu'il n'y a pas de meilleur terme, justement parce que la phénoménologie, comme le nom l'indique, c'est l'étude, entre guillemets, des petits phénomènes qui se produisent. Et dans la logique de la phénoménologie, il y a une dimension, une aspiration scientifique, bien sûr, il y a aussi de l'outillage psychologique, cognitif, mais il y a, et c'est ça qui me plaît, il y a une toile métaphysique derrière, une toile métaphysique sous-jacente, c'est-à-dire je m'intéresse justement aux petits vertiges philosophiques que je ressens quand je suis confronté à quelque chose. Donc ça commence par exemple, Sartre, la nausée. Le héros est assis sur un banc, il regarde une racine qui passe sous le banc et il est pris d'une nausée, c'est-à-dire d'un vertige philosophique. Bon, ça c'est la phénoménologie pour démarrer, pour comprendre un petit peu comment les grands auteurs nous ont acclimatés à cette idée de phénoménologie, qui est une façon de prendre la mesure de sa conscience en rapport avec le monde. Voilà. Donc d'où cette notion de vertige existentiel. Bon. Et alors, les amis internautes qui pensent qu'on est en train de sophistiquer les choses pour rien, vraiment restez avec nous, vous allez voir, c'est extrêmement concret, j'y arrive. Quand on s'intéresse, quand on prend justement le temps de la réflexion et du recul, on commence donc à voir apparaître, alors peut-être pas sous forme d'algorithme, parce que nous ne sommes pas des machines, donc encore une fois, en tant qu'humains... Si, un peu quand même. Alors oui, quand même, voilà, non, mais tout à fait, c'est là que je te rejoindrai. Mais je veux dire, dans un premier temps, ce qu'on a, justement, c'est une intuition. Voilà. On ressent d'abord une intuition qui va après, évidemment, nous pousser à aller probablement plus loin et analyser plus loin, sans compter que, évidemment, toi, tu seras partisan de dire que notre subconscient est à l'œuvre et lui-même en train de déduire des modèles, des analyses, etc. Mais dans un premier temps, on a une intuition, une envie d'y aller. Et j'ai envie d'y aller. C'est une adhérence. Une adhérence, très joli terme. C'est une adhérence. Et tu ressens cette adhérence, toi, en osmose avec les réseaux sociaux aussi, ça te... J'ai vu que ça t'interpellait quand même. Oui, bien sûr, dans toute situation où il y a de l'information et où tu la repositionnes par rapport à la connaissance que tu as. On parlait tout à l'heure en privé de gnoséologie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre connaissance croît avec des règles d'agrégation de l'information. Si j'ai une connaissance qui m'arrive et qui est beaucoup trop éloignée de mon corpus de gnoséologique, elle ne va pas pouvoir rentrer. Je vais la comprendre intellectuellement. Ou du moins, je vais souffrir au début. Non, mais elle ne va pas rentrer. Je vais l'oublier demain, je l'aurai oublié, etc. Je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas la prendre avec moi. Comprendre, ah oui, tu veux dire prendre tu veux dire par là dans les activités automatiques du quotidien. C'est-à-dire ça va rebondir sur moi, je ne vais pas le capter. Je vais l'oublier. Et quelqu'un va me dire, mais l'année dernière, je t'ai dit ça. Oui, je vais complètement oublié. Parce que ça ne pouvait pas se connecter aux autres connaissances que j'avais. Eh oui. Quelquefois, je vais avoir cette connaissance qui va arriver et je vais la connecter à des mauvaises connaissances. Enfin, je vais faire des mauvais liens, plus exactement. Et donc, je vais faire des biais. Et ces biais vont rester parce qu'ils sont ancrés dans le système. À chaque fois, je vais retomber dans ce piège où je vais faire cette confusion. Dans d'autres cas, je vais pouvoir l'intégrer facilement. Ce qui fait que si je donne une information à quelqu'un, j'ai intérêt à savoir quel est déjà son corpus gnoséologique, de façon à voir si cette information va être utile pour lui, comment il va l'intégrer, peut-être le mettre en garde sur un certain nombre de confusions qu'il pourrait faire. Voilà, donc j'aurais besoin d'avoir cette connaissance. On a ce qu'on appelle la carte noémique de la personne, c'est-à-dire les concepts qu'il a à l'esprit, qu'il met en face des mots. C'est intéressant d'avoir cette information-là, de pouvoir la détecter au travers de ses comportements, de ses discours, etc. Et sur les réseaux sociaux, on peut assez facilement, finalement, détecter au travers des postures qui sont prises par les gens, de certains mots, quels sont les noèmes qu'il a derrière, les confusions noétiques qu'il fait, quel est son tissu gnoséologique, comment il va pouvoir faire croître ce tissu dans un sens ou dans un autre, l'exploiter, l'orienter. Alors ça peut être dans le bon sens, donner du conseil, orienter la personne, ça peut être aussi de la manipulation. Alors c'est ce qui nous amène justement, le thème de la manipulation est parfait comme illustration d'une démarche donc phénoménologique. C'est-à-dire que parmi les petits phénomènes qui vaillent la peine d'être étudiés à la croisée de plusieurs chemins, c'est-à-dire aussi bien, alors je ne l'ai pas dit, mais sociologique, psychologique, et aussi avec, je dirais, la puissance intrinsèque, quoi, des forces mystérieuses du subconscient qui font remonter petit à petit des choses au conscient et qu'on appelle l'intuition. Moi, j'ai eu une intuition un peu bizarre en interagissant de plus en plus avec des professionnels sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça me semblait, si tu veux, un écosystème relativement protégé, safe.
dans lequel les conversations étaient qualitatives, par opposition à Twitter, où on est déjà dans des explosions de violence, ou Facebook, où ça commence, où la conversation est de plus en plus galvaudée, même s'il y a évidemment des conversations très quali, très sympathiques, très amicales aussi. Il y a un usage, entre guillemets, quasi industriel de Facebook qui nuit à la beauté de l'idée de départ, quoi, que je pense. Il y a quand même une belle idée dans cette logique d'interaction, d'un cerveau global, de gens qui interagissent souvent avec de très très belles intentions. Et là, donc, j'observe sur LinkedIn une dynamique assez inquiétante de destruction, en tout cas d'érosion, on va dire, d'érosion progressive qui, selon moi, risque de mener à une forme de destruction donc du tissu social. À savoir qu'au fur et à mesure que les gens commencent à maîtriser l'outil, et à dépendre de l'outil professionnellement, ils commencent à utiliser l'outil en ayant pour moteur des peurs, c'est-à-dire notamment j'ai peur de ne pas être assez bon, je me sens en rivalité avec des gens qui sont sur mon champ d'expertise, donc il faut que je brille plus qu'eux, d'où la course au suffrage, la course à la reconnaissance au travers des likes, et puis donc des rivalités qui après se traduisent par des logiques donc d'émergence de clans qui commencent à se polariser parfois dans des écosystèmes pas plus grands que des petits dés à coudre. Et donc on assiste à des tempêtes dans quelque chose de plus petit qu'un verre d'eau, donc dans un dé à coudre, pour reprendre l'expression de Victor Hugo, tempête dans un verre d'eau. Bon, c'est assez affligeant, mais on peut évidemment on peut s'en affliger et comment dire, avoir peut-être envie de tourner la page ou de l'oublier ou l'ignorer, comme le conseillent beaucoup de gens. Ils disent voilà, il faut ignorer ça, il faut penser à autre chose, il faut surtout pas perdre de temps là-dessus. Mais moi, je pense que ça vaut le coup. J'ai une expression terrible, je dis il suffit de tirer la chasse. Ouais, il suffit de tirer la chasse, non mais c'est vrai. Non mais bien sûr, et d'ailleurs, il faut le faire à tant d'égards. Mais néanmoins, je voulais en parler avec toi parce que comme tu t'intéresses au travers de cette méthode heuristique à tout ce qui, à terme en plus, pourra renseigner les intelligences artificielles, etc., là, je trouve qu'on a un vrai sujet, qui est un énorme sujet sur lequel on pourrait peut-être après creuser avec nos amis internautes qui voudraient réagir. Là, on est juste dans une émergence, hein, bien sûr. Donc c'est compliqué, il faut être un petit peu ambitieux quoi, dans la réflexion. Et là, on le fait simplement au travers d'une conversation. Mais il y a il y a un lourd sujet, il y a un très gros sujet pour moi. Parce que je constate chez beaucoup de professionnels qu'il génère de la souffrance. C'est-à-dire une forme de souffrance probablement pire que celle qui est qu'on appelle la souffrance au travail. Les gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux, ça c'est un cliché, j'enfonce une porte ouverte, développent une forme d'addiction, bien sûr. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore qui se passe et qui est très intéressant, c'est que je suis en train de me demander si les réseaux ne rendent pas une partie de la population, même une partie de mes amis et des gens que j'aime bien, si ça ne commence pas à les rendre de plus en plus pervers. Au sens où la perversion du réseau, c'est qu'à force d'être en quête de suffrage, parce qu'on fait un lien direct entre sa cote de popularité et sa capacité à faire du bon social selling pour gagner des clients, ben je me demande si ça ne les amène pas en quelque sorte à faire petit à petit, à force qu'ils s'habituent à l'outil, de mauvais calculs, un petit peu comme des apprentis sorciers. Et donc je parle des logiques de clans qui ont tendance à émerger, du genre, alors ça commence gentiment par j'ai mis un article en ligne, les gars venez m'aider à le valoriser. On a tous fait ça, moi le premier. Aujourd'hui, je m'interdis de le faire parce que je trouve ça con et lassant. Mais au début, j'avoue, je le faisais. Je trouve ça de bonne guerre, tu vois. J'avais mon groupe d'amis, je disais, tiens, qu'est-ce que tu penses de cet article? Tout le monde fait ça. Et en fait, de fil en aiguille, je suis convaincu qu'il y a une sorte de pourrissement mental de cette démarche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors déjà, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Au début, bon, ça devient un peu mécanique, voire un peu trop mécanique. Donc je suis obligé, moi, parfois de dire stop à des amis qui, à chaque fois qu'ils font un nouvel article, me l'envoient en privé et l'envoient à 300 personnes en privé, dans LinkedIn ou dans Twitter, ça, parce qu'ils sont inquiets qu'on ne les lise pas. Hein. Donc ça, c'est pour surmonter les faiblesses de l'algorithme et parce qu'ils ont peur de ne pas être assez visibles. Bon, ok. Mais déjà, là, on commence, tu vois, à rentrer dans quelque chose qui est un peu presque nauséabond, parce que voilà, on se mécanise nous-mêmes, la machine nous dit tu n'as pas le droit d'utiliser des robots par exemple dans LinkedIn, dans Twitter, etc., bien qu'on commence à les contourner, mais grosso modo la plupart des gens ne sont pas suffisamment geeks pour utiliser des robots, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font eux-mêmes des copier-coller et ils commencent à envoyer partout des trucs, et puis après ils sont en mode batch si tu veux sur des pages de réseaux sociaux où ils vont envoyer des messages, refaire leur pub et tout, et donc on commence à créer déjà beaucoup de bruit pour rien, bon.
Mais là où ça devient de plus en plus grave, c'est dans cette érosion donc, du tissu social que j'observe, à savoir que, d'ailleurs toi et moi on s'est connus sur la base donc, d'un de mes... Enfin, on avait déjà beaucoup échangé, mais là où j'ai vraiment décidé qu'il fallait qu'on se rencontre, c'était sur mon post sur la pensée complexe, où je revendiquais le fait de faire des vidéos parfois longues, ou qui puissent ne pas plaire, parce que, comme tout le monde, je peux avoir un certain plaisir à ce que les gens me fassent une petite tape sur l'épaule et me disent bravo mec, c'est super ce que tu fais, mais je ne veux pas que ça soit mon seul moteur. Et donc je fais la différence entre être populaire et être populiste. Et je trouve qu'il y a beaucoup de populisme dans la démarche de communication, alors qu'il n'est pas malsain de chercher à être populaire, c'est même plutôt mignon, on est tous comme ça, je veux dire quelqu'un qui se met sur scène et qui chante, et évidemment, un des aboutissements, un des jolis accomplissements de sa carrière. Voilà, je sais que ta fille fait de la photo. Si ses photos sont encadrées dans des galeries, qu'elle devient populaire, oui. Mais tu vois, il y a une fragile limite aujourd'hui dans les réseaux sociaux entre être populaire et être populiste, c'est-à-dire se travestir soi-même. J'ai une expression atroce qui devrait peut-être te plaire, eu égard à notre discussion en off juste avant l'enregistrement, la demi-heure d'enregistrement, c'est que je trouve que certaines personnes ont tendance à devenir l'ombre de leur propre image numérique. Voilà, bon, je vais te laisser parler des avatars, tu vas le faire beaucoup mieux que moi, mais je termine donc mon intro, pardon chers amis internautes, elle est un peu longue, mais c'est très important qu'on pose le contexte. Et que donc j'arrive sur la fin de mon raisonnement, c'est que, avant de te laisser parler, c'est que il y a donc cette logique d'aggravation qui, pour moi, rend fou. Et je suis gentil, j'allais dire, ça rend con. Mais vraiment con. Et là où je suis très inquiet, c'est que je constate aussi que ça rend littéralement pervers. C'est-à-dire que je vois entre l'explosion du narcissisme 2.0 et l'arrivée d'une forme de perversion narcissique, je vois un tout petit pas. Hein, d'accord ? C'est de narcisse à pervers narcissique, il y a un tout petit pas. Et je te donne un exemple très concret. J'ai un pervers narcissique sur le dos en ce moment. Ça fait 3 ans que je le tiens en respect, que je construis avec lui une camaraderie parce que le gars est incontournable dans mon écosystème. Et je suis littéralement victime d'une forme de harcèlement psychologique qui m'isole parce que je ne peux pas, si tu veux, m'en plaindre publiquement. Là, je ne dirai pas son nom. 99% des gens ne savent même pas de qui je parle parce que j'ai réussi à préserver une forme de privacy en la matière. Et depuis quelques jours, j'ai décidé de le bloquer de tous mes réseaux. J'étais dans une sorte de contrainte politique, si tu veux, à l'échelle de mon écosystème, d'être donc politiquement correct avec lui, c'est-à-dire d'en faire un camarade. J'ai eu aussi d'ailleurs à un moment donné de l'espoir, j'ai vraiment pensé que ça pouvait peut-être marcher. Mais il y a déjà 3 ans, si tu veux, j'avais senti que le gars était dangereux. Et j'ai observé sur 3 ans l'aggravation de son rapport psychologique au monde, à tel point que donc, pour donner un exemple très concret, c'est le genre de personne qui va utiliser la mécanique des réseaux sociaux qu'il maîtrise avec un certain brio, d'accord, pour faire ce que j'appelle un véritable chantage réputationnel, c'est-à-dire, par exemple, imagine que toi et moi, on ait une discussion qui ne me plaise pas, et que je sois un petit peu vexé, et que, en maîtrisant suffisamment bien les réseaux, le lendemain, je dise j'ai rencontré quelqu'un qui m'a blessé hier, et j'en suis ressorti ému, mal. Enfin, imagine que voilà, j'ai un champ lexical élaboré, donc la personne en question, elle a un champ lexical assez fin, c'est quelqu'un d'intellectuellement, tu vois, bon niveau, d'accord ? Et donc, il rentre dans un pur délire victimaire. Et le sujet, donc, c'est plus lui qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire que pour rester sur ton terme d'heuristique, quoi, tu vois, je suis en train d'observer un modèle. Et ce modèle, quand j'ai parlé de cette personne-là à certains de mes camarades, ils m'ont dit, j'en ai comme ça 2-3 autres des exemples. Bien sûr, et voilà. Et c'est là que je voulais en fait aborder ce thème d'une phénoménologie qui mérite d'être étudiée scientifiquement par des gens de ton niveau. C'est pour ça que j'étais un peu traquenardisé ici. Je voulais que tu vois, on lance cette réflexion et peut-être donc en osmose avec d'autres gens du web qui vont nous rejoindre et dire bon sang, mais c'est vrai, il y a quelque chose là qu'il faut qu'on creuse. Parce que quand on montre les réseaux sociaux du doigt, on dit ah l'addiction. Mais l'addiction, c'est rien, parce qu'à la rigueur, on pourrait même dire c'est une bonne addiction. Je préfère que les gens soient addicts, c'est jamais bien une addiction, mais je préfère cette addiction, je sais pas, à l'addiction à l'alcool, ou à l'herbe, ou à la cocaïne, ou au LSD, tu vois ce que je veux dire ? Bon, pour moi, c'est un sujet presque trivial, l'addiction aux réseaux sociaux, en comparaison, donc, de l'émergence de cette donc ce que j'appelle érosion du tissu social, mais aussi l'émergence de cette perversité intrinsèque, immanente au réseau, qui est en train d'émerger, parce que le réseau, justement, le réseau social, le monde numérique, est une parfaite caisse de résonance, si tu veux, pour encourager ce comportement d'apprenti sorcier. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de gens comme toi, Jean-Pierre. Je ne suis pas le Messie non plus. Non, tu n'es pas le Messie, mais tu fais partie des intellectuels en qui j'ai confiance, parce que tu avances avec cette... Alors pardon, du coup, j'ai fait...
Je t'avais prévenu, hein, c'est pas une interview, je parle autant que toi. Et là, je suis en train de démontrer que je parle plus que toi. Il y a des amis internet qui vont se foutre de ma gueule parce qu'ils savent que c'est un de mes gros défauts. Mais je le fais avec passion et sincérité. Pour maintenant, peut-être, voilà, te tendre la perche et surtout te demander de nous aider parce que vous êtes quelques-uns comme ça à avoir la science du cognitif, à avoir un intérêt, alors heuristique pour les réseaux sociaux. Moi, j'utilise le prisme de la phénoménologie qui m'aide énormément parce que c'est fantastique comme outil de travail. Fantastique. Ça permet, si tu veux, d'avoir un prisme, on va dire, viable intellectuellement pour traduire sa pensée. C'est pas évident comme ça en impro face caméra, hein, mais quand tu passes à l'écrit, c'est très très intéressant. Je l'utilise, tu vois, pour une discipline comme le pitch. Tu vois, pour, voilà, alors qu'elle peut sembler très triviale. Et en fait, bon, voilà. Donc, ça, c'est mon prisme. Donc, toi, tu as d'autres prismes. Et quand on a échangé avant cette interview, alors tu parlais justement de cette logique d'avatarisation de soi, de cette démultiplication du moi. Et là, tu m'intéresses parce que tu apportes un truc auquel j'ai pas pensé. D'accord. Dans ces petits phénomènes de transformation des gens en osmose avec le réseau et donc l'émergence de certaines perversions subtiles qui sont très cachées. Hein. C'est justement pour ça que j'appelle ça des perversions. Hein, parce que, tu vois, le pervers narcissique, typiquement, c'est celui qui fait souffrir ses victimes sans que les victimes puissent s'en plaindre. Et si elles s'en plaignent, elles ont l'air faibles. Elles cassent un tabou et le tabou peut même les ridiculiser. Et dans la logique des réseaux, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Et toi, tu nous dis... Dans les entreprises aussi. Alors, justement... C'est au suicide, etc. Mais c'est ça. Bien sûr, et on voit, mais indépendamment de ça, des ados qui souffrent au quotidien des réseaux sociaux, tout ça, c'est même, j'enfonce une porte ouverte. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à un niveau parfois stratosphérique, de finesse dangereuse dans cet usage. Et je sens qu'on doit en parler. Oui. Je sens qu'il faut qu'on publie des choses là-dessus. Je sens qu'il faut qu'on se pose et qu'on le creuse, ce sujet. Parce qu'il y a des gens qui subissent ça sans le savoir. Alors, il y a ceux qui le subissent en mode bisounours. Tu vois, par exemple, mon pervers narcissique, quand il débarque dans les réseaux, il se présente comme une victime de quelque chose qui lui a déplu la veille. Oui. Et les gens, dans leur incroyable naïveté, quoi, dans leur incroyable candeur, débarquent et disent « Oh là là, tu sais, les cons, nous sommes avec toi, vas-y, continue, tu es génial. » Et le gars, tu vois, c'est là qu'on a une addiction, d'ailleurs, repart gonflé d'énergie probablement, avec sa troupe de fans qui l'encouragent, voilà. Mais en même temps, si tu veux, il va semer des cadavres derrière lui. C'est tous ces gens qu'il a abîmés psychologiquement en leur montrant que sa puissance d'utilisation du réseau est une source de brimade subtile et tordue. Oui, voilà. C'est vrai. Bon, alors là où tu complètes maintenant ma quête de réflexion, et voilà, maintenant je te laisse parler, parce qu'on a bien posé, tu vois, ce socle de discussion, c'est que toi tu t'intéresses à la démultiplication du moi, à la démultiplication des avatars. Comment est-ce que tu abordes ça et est-ce que tu peux essayer d'explorer les liens avec cette dynamique d'usage? Oui, on peut en parler. Il y a plusieurs choses dans le récit que tu as fait. Donc, il y a effectivement les avatars, mais on va voir, il y a d'autres dimensions. Il y a l'équilibre entre l'entreprise et le réseau, etc. On a un certain nombre de choses de facteurs en fait qui conduisent à cette situation. Le premier élément, effectivement, les avatars. Alors, nous sommes tous formés de plusieurs avatars. On est schizophrène. Indépendamment des réseaux. Hein. Indépendamment des réseaux. Ça, c'est ta théorie. On est formé, que je trouve très intéressant. Formé de plein d'avatars. Par exemple, on a un avatar analytique a posteriori, très cartésien, hypothético-déductif, où on va être capable... Répète ce terme-là. Hypothético-déductif. Hypothético-déductif, voilà, c'est beau. Voilà. Qui va consister à analyser une situation après qu'elle ait eu lieu, et puis faire appel à sa logique, discuter peut-être avec d'autres personnes autour d'une table, confortablement installées, un verre de whisky à la main. On peut parler de la chose, et on est dans une logique, et on a un raisonnement qui a lieu par rapport à ça. Par exemple, c'est la situation que l'on a... Donc ça, tu es en train de nous dire que, si tu veux, c'est consubstantiel à notre humanité. Ah oui, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. On fait naturellement. Mais c'est une sorte on pourrait appeler ça une sorte de projection de soi, une sorte de moi social, c'est ça ? Un moi particulier qui va avoir son mindset et qui va raisonner sur une situation passée. Reprenons l'exemple de... Et donc là, tu nous dis contexte, interaction sociale. Je discute... Alors voilà, tout à fait. Tu me dis, j'ai un verre de whisky, ou je suis en train de fumer un cigare, je discute, ou une cigarette avec des amis. Et je fais une analyse. Ça, c'est un de mes avatars. C'est un de mes avatars. D'accord. J'apprends à conduire, j'ai un débriefing avec le moniteur. Il m'explique que j'ai fait un certain nombre d'erreurs. Je lui dis oui, tu as tout à fait raison, j'ai fait ça comme ça, etc. J'ai bien compris. Et donc, l'élève du moniteur qui apprend à conduire,
c'est un nouveau moi que j'ai Non, construit pour l'occasion. c'est Un avatar de moi c'est que un j'ai avatar construit de pour moi qui est mon avatar analytique. Je peux l'utiliser dans plein de situations. Je fais appel à lui quand je dois réfléchir sur quelque chose qui a eu lieu et où j'ai du temps pour la réflexion et où je peux dérouler un schéma. C'est ce que je vais faire par exemple devant un paperboard pour expliquer des choses, etc. Mais après, il y a des avatars qui pilotent ma vie quand je suis dans l'action. Je suis en train de conduire. Le lendemain, je refais les mêmes erreurs que la veille, parce que mes deux avatars ne se sont pas bien parlé. D'accord. Et le moniteur dit, mais je comprends pas, je t'ai dit ça hier. Oui, mais c'est pas le même logiciel dans mon esprit quand Alors j'ai là, le on se volant. rapproche de Kalman, le système 1, Oui. système 2. Alors, non, parce que là, C'est pas exactement pas ça. ça, parce que là, il y en a un et deux. Moi, Parce des que comme avatars... Kalman en plus donne l'exemple au début de son Oui, bouquin du oui, rond-point qu'on prend automatiquement sans réfléchir, ça Euh, m'y fait moi, penser. j'ai plein de... Enfin, on en a plein des avatars. On en a quelquefois Ouais. des centaines. Il y a des gens qui ont des personnalités très, très, très lourdes. C'est un vieux problème philosophique d'ailleurs. Oui. Le premier à l'avoir bien formulé, c'est Montaigne. La multiplicité du moi. Il disait j'ai un certain moi en osmose avec la cour du Oui. roi, Et puis, j'ai ou en tout cas les moi. nobles de ma Oui. région, etc. Mais j'ai un moi très particulier avec mon épouse, un moi très particulier C'est ça, et différent avec mon exactement. domestique, Eh oui. et un moi, Oui, c'est tout à fait. pour moi-même, un moi Oui. intime. Oui. Et ce qui est très intéressant dans la réflexion de Montaigne, c'est qu'il se demande où est son vrai moi. Ben, il n'y en a pas. C'est un tout. On est un tout, mais effectivement, on n'a pas le même mindset quand on est dans son club de sport, quand on est en famille, quand on est avec ses Alors, ce qui enfants, nous quand amène on maintenant est- au monde numérique. C'est-à-dire que maintenant, je Alors- suis dans un moi matriciel incroyablement complexe, Oui, parce que mais- j'ai un moi différent sur, déjà, en fonction des communautés, des tribus, comme on dit aujourd'hui, pour faire Oui, bien, bien sûr. en fonction des tribus et des environnements, et en fonction même de l'environnement ergonomique, je suis pas la même personne. C'est vrai que moi, je trouve que je suis pas la même personne sur Twitter, je suis pas la même personne sur LinkedIn, je suis pas la même exactement. personne sur Facebook. Déjà, c'est un peu Ouais. schizophrène tout ça. Ben, on est schizophrène. Alors, et là, j'aimerais t'entendre sur justement l'impact de l'environnement sur cet Ben, avatar du moi. En fait, c'est l'environnement qui déclenche la montée du logiciel que l'on va mettre dans notre cerveau pour traiter de la chose. Alors, certains vont avoir des confusions, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre le bon moi devant le bon contexte. Oui. Mais à part ces cas cliniques, les gens normalement constitués vont enclencher l'avatar qui correspond à ça. Et c'est donc un mode de raisonnement qui va être différent. Donc si je veux par exemple faire une machine qui va commencer à comprendre un individu pour pouvoir le conseiller, l'orienter ou autre, il faut que je la construise en ayant ce multimodèle. Si j'imagine qu'un individu c'est un seul modèle, et aujourd'hui l'intelligence artificielle, on est très très loin de ça, puisqu'un individu, ça n'existe pas, c'est une catégorie d'individus qui est pris pour faire un modèle. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, tous les gens qui sont comme ça répondent à ce modèle-là. Ce qui est dramatique, parce que ce qui nous différencie est plus important que ce qui nous rassemble. Donc, ce qu'il va falloir, c'est créer, en fait, N modèles qui vont correspondre à un individu, de façon à pouvoir l'adresser. Quelque chose est très embêtant, par exemple, tu parlais de LinkedIn. Je prends LinkedIn, j'ai une page qui me décrit. Mais il y a plein de gens qui vont en faire plusieurs. Ils vont faire d'autres Mais pages. les jeunes aujourd'hui, tu sais, je connais des jeunes bien qui sûr. vont jusqu'à se créer, alors parfois plutôt dans des environnements ludiques, Oui, jusqu'à une Oui. quarantaine d'avatars. ben oui. Et c'est une forme d'expérimentation aussi pour apprendre à se construire une personnalité, ce Alors, qui nous échappe parce que nous on est de la Ouais. génération, mais je veux dire les tout jeunes là Oui. se fabriquent un moi d'une complexité matricielle, j'ai envie de oui, dire, bien sûr. qui nous échappe. Oui. Non, mais c'est obligatoire. On a la possibilité de le faire, on le fait. Parce que essayer de résumer toute une vie, toute une personnalité sur une seule page, c'est pas normal. C'est-à-dire on est toujours dans des situations où on a envie de se présenter autrement, où on est autrement, on a un comportement qui est autre. Écoute, ça me fait penser à une lecture que j'ai dû avoir il y a 20 ans, peut-être même 25 ans, peut-être même que j'étais encore ado, tiens. Donc toi qui es un lecteur fou, alors dans le sens le plus noble du terme, j'espère que ça fera partie de ta liste de lecture si tu l'as pas déjà lu. Est-ce que tu as lu Le Guetteur de Nabokov? Non, je ne crois pas, ou je ne me rappelle pas. Alors ce livre exactement, devrait mais- t'intéresser parce que c'est une sorte de pressentiment génial de la Oui. part de l'auteur qui entre en écho avec la réflexion de Montaigne. Mhm. Le Guetteur, en fait, c'est une petite partie de notre subconscient. Alors, encore une fois, c'est une œuvre littéraire, c'est pas une œuvre scientifique, mais le postulat est là, à l'état embryonnaire en quelque sorte. C'est une petite partie de notre subconscient qui peut pas s'empêcher de guetter
Ouais, Donc c'est ça, d'observer l'environnement. qui est mon vrai moi. Alors dans le Ah. guetteur, c'est assez hardcore parce que le personnage alterne dans l'intimité de sa vie la plus poisseuse, j'ai envie de dire, Mm. des moments de bravoure avec des moments justement pathétiques où il est lâche, où il ment. Parfois c'est sur des détails et il se surprend lui-même d'être un salaud. Ouais. Et il y a quelque chose d'égotiste, évidemment, dans bien cette sûr, réflexion, bien parce que sûr, quand bien Nabokov écrit, il Mm. nous interpelle, il nous dit, attention, je suis comme ça, Ça, vous êtes comme ça, on est tous comme ça, Absolument. on a tous nos hauts et nos bas, mais c'est totalement inavouable, et justement, Ouais. c'est d'autant plus inavouable que ça reste stocké quelque part dans le déni, d'accord. Et dans le guetteur de Nabokov, on voit alterner donc des moments, en quelque sorte, qui passent du très négatif au très positif, mais le guetteur, donc, c'est cette petite voix qui finit toujours par s'interroger et se demander, mais qui suis-je? On n'a pas de réponse à ça, mais oui. C'est terrible, Bah, parce que nous sommes ce pourquoi kaléidoscope complexe En fait, de tous ces mois d'emprunt qui Ce qui s'adaptent est- à l'environnement. ce Quoi. qui est terrible, c'est de vouloir le définir. En fait, parce que Ah. c'est notre culture, justement, hypothético-déductive, cartésienne, qui nous joue des tours. Euh, Descartes a fait un travail admirable, mais qui n'est applicable qu'avec notre moi analytique. Et puis surtout, Descartes, il a dit je pense donc je suis, alors qu'en fait là, il aurait dû écrire je pense donc nous sommes. Oui, Nous c'est sommes vrai, très ça nombreux aussi, là-dedans. oui. Hein. Tout à fait. Mais alors, cette orientation, si tu veux, scolaire, nous conduit à essayer de définir les choses. La nature, elle ne fait pas ça, elle est systémique, la nature. Et Ouais. c'est vachement plus intéressant de s'intéresser aux interactions plutôt qu'à l'objet par lui-même. Ouais, c'est ça. Et l'homme, lui, il est constructiviste. Donc on n'a absolument pas besoin de cette définition. Alors là, mon cher ami, alors c'est bien, parce que vu qu'on est d'accord depuis le début, là, Mm, et que j'adore tout ce que tu dis, je vais peut-être essayer d'introduire un peu de friction entre nous. Vas-y. Alors non, la raison pour laquelle, là j'ai un petit désaccord avec toi, mais je pense qu'il a un Ouais. intérêt pédagogique, pour nous-mêmes d'ailleurs, et j'espère pour ceux qui nous suivent, c'est que moi je pense que c'est bien d'assumer, d'aller au bout de cette analyse, pour deux raisons. Alors la première, c'est un plaisir perso, tu sais, je suis un spécialiste du storytelling, et bon, ben, il y a, C'est pas grave, nul n'est parfait. mais la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que il n'existe pas, quasiment pas, dans l'écriture d'histoire, Oui. un personnage qui ne se demande jamais qui il est vraiment dans Ah oui, l'action. on peut s'en demander, Bon, ça c'est pour le mais plaisir. on ne peut pas trouver la réponse. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, C'est c'est ça, un moteur, d'accord. c'est un moteur de l'action. Ah oui. Bon, ça c'est la première réponse, mais c'est un peu, Là, on est d'accord là-dessus. bon, c'est un peu anecdotique, On se mais pose la question, voilà, mais mais dans- on dans- n'a pas de réponse. dans la dynamique de l'écriture d'histoire, Ouais. le personnage, il y a toujours un moment donné où l'action va révéler qui il est, et il y a cette espèce de dilemme intrinsèque Ouais, qui est mais qui ouais. suis-je au fait, et je vais me définir par mon choix du bien ou du mal, d'accord. Bon, c'est caricatural dans Star Ouais, Wars, mais c'est ouais. présent dans toutes les histoires. Bon, ça c'était pour l'anecdote et Ouais. la boutade. Mais la deuxième raison, c'est je reviens justement à mon pervers narcissique. Hmm. Si je suis capable, imagine qu'à un moment donné, je sois capable d'être si bien outillé que je puisse avoir le temps avec lui de lui tendre un miroir, lui dire voilà ce que tu fais, voilà qui tu es, voilà ce qui se passe. Alors Oui. comme en plus je suis On plutôt peut- existentialiste, je ne vais pas rentrer dans de la psychologie des profondeurs, je vais juste partir des faits et je vais dire voilà ce que tu Ouais. fais. Exactement. Bon, voilà ce que tu fais. Bon, Oui. et alors et c'est là que je te rejoins pas, c'est-à-dire que j'ai besoin de tenter de définir. C'est à un moment donné, il faut bien que je puisse dire à cette personne ce que tu as fait défini. Alors même si c'est une partie de tes moi multiples et que quand tu rentres dans ta famille ou avec tes amis, tu es quelqu'un d'absolument charmant, tu as le sens de l'entre-gens, mais tu es un beau salaud sur Internet qui est en train d'utiliser les outils numériques pour faire des pressions et des chantages subliminaux atroces avec ton environnement. Bref, comment je peux m'extraire de tout ça sans analyse? Je suis bien obligé de Non, rentrer mais dans l'analyse. Si tu fais ça, tu vas le conforter dans son. C'est terrible. Je vais le conforter. Mais oui, parce qu'en fait, Mince, si tu don't as feed the troll, c'est ça? si tu as un Pourquoi je pervers vais le conforter, tu narcissique m'inquiètes? devant toi, Ouais. il faut pas parler de lui, il faut parler d'un autre. Oh là là, mais t'as raison. Le pire, c'est que Et t'as il raison, faut je me suis dire- déjà planté comme Il ça. faut dire, voilà, il faut l'appeler il, comme faisait César. Ouais. Il faut, et petit à petit. Il faut qu'il arrive à avoir une vision de lui-même à la troisième personne Voilà, pour petit à petit prendre conscience de ce qu'il c'est fait. quelqu'un d'autre, il va adhérer sur le fait qu'il y a des comportements négatifs, etc. Et petit à petit, il va se rendre compte, peut-être qu'on parle de lui. Ouais. Mais ce chemin, ce travail qu'il a à faire, il faut l'induire, il ne faut pas le mettre devant le problème, parce que justement, il va se retrancher encore plus dans son Mais narcissisme. alors, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu lui envoies un bouquin par la poste avec le thème Le pervers narcissique? Bah non, ça c'est pas bon. Tu montres des situations où des gens souffrent d'un autre, etc. C'est-à-dire que tu le fais... Donc la obs- distanciation tu- te semble... Ah oui, tu nous le mets sommes- observateur de scènes qu'il fait vivre aux autres. Hmm. Ou alors, peut-être,
par ce qu'on appelle, tu sais, une mécanique de justice immanente, lui faire vivre à lui ce qu'il fait vivre aux autres. Il n'est pas dit que ça... C'est pas dit que ça marche. C'est pas dit que ça Bon, marche. mais quand même, revenons à notre outillage intellectuel. Moi, je suis convaincu, hein, je travaille... J'évalue, si tu veux, mon réseau, entre guillemets, mon premier cercle, avec qui j'ai des interactions fortes, à environ 300 à 400 personnes. Ça fait quand même du monde. Parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dans les réseaux sociaux, et plus de 10 ans que je suis entrepreneur, et que, en plus, de par ma personnalité, si tu veux, je suis en permanence en quête d'interaction. Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi ça a un intérêt? C'est que, moi, je pense qu'il y a 10 à 20%, je dis ça à la louche, hein, mais c'est pour dire que c'est pas 1 ou 2%, c'est 10, 20%, peut-être 30% des gens de mon entourage qui me relatent des situations problématiques on en a tous. voilà, mais comment dire, de rapports traumatisants à cet environnement des réseaux sociaux où ils vivent des pressions qui sont décourageantes, qui sont des brimades à peine déguisées et qui pourtant ressemblent toujours à des espèces de démonstrations émotionnelles, vomitives, dégoulinantes d'apparents bons sentiments et de bien-pensance, mais qui vivent en permanence dans cette espèce de joug d'une forme de domination malsaine. Pour revenir à mon pervers narcissique, c'est le monsieur qui fait des courbettes aux puissants de son écosystème, c'est-à-dire ceux qui arrivent à avoir plus de 50 likes sur des posts. C'est débile ce que je te dis, on est vraiment dans la cour de récré, mais c'est intéressant d'aller au bout du raisonnement quand même. Donc il va faire des courbettes, tu veux, à ceux qui peuvent lui apporter de la visibilité, et il aura un sens de l'entre-gens extrêmement brillant, d'accord. Par contre, avec plus faible que soi, il va montrer ses mauvais côtés et leur faire subir cette espèce de capacité de pression que l'augmentation de son moi numérique lui confère. Oui, mais il y a une racine à ça. Et la racine, elle vient du fait qu'on a un équilibre entre le réseau LinkedIn, par exemple, et la société, l'entreprise. Ah. Aujourd'hui... Alors pourquoi tu convoques l'entreprise là? Alors, je convoque l'entreprise parce que l'individu se trouve dans un environnement professionnel où, justement, va s'exprimer cette perversion narcissique. Il a un poste de chef de haut. Le pervers narcissique est indissociable d'une situation de pouvoir, absolument. Exactement. Donc il a cet environnement-là. Ouais. Et le réseau social était avant quelque chose d'annexe. Et c'est de plus en plus intégré à l'entreprise. Et donc il y a des vases communicants qui ont lieu entre l'entreprise et le réseau social. C'est-à-dire que ce qui est vrai dans l'entreprise va se projeter sur le réseau social et ça va être démultiplié. Et donc tu vois, franchement, là, Jean-Pierre, vraiment, je vais te harceler moi, mais pas en mode pervers narcissique, mais gentiment, amicalement, dans les prochains mois, parce que je pense qu'on doit publier quelque chose. C'est-à-dire sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a étudié de manière fine le harcèlement psychologique en entreprise, ce qui n'a pas sauvé tout le monde, mais a probablement outillé des gens et il y a des gens que ça a aidé, d'accord. Je pense qu'il faudrait justement étudier cette propagation, c'est ça dont tu parles, cette propagation, cette transposition de ces formes de perversion, donc de harcèlement psychologique dans le monde des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça parce que le monsieur en question a une très grosse carrière dans une des plus grosses entreprises du monde, où on peut imaginer évidemment que dans ce genre de multinationale, il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de un esprit de compétition aussi très fort. C'est une boîte américaine. Et je me demande justement si, ça j'en suis arrivé à cette conviction, je peux me tromper bien sûr, qu'il prend sa revanche, quoi. Et qu'il reproduit en quelque sorte les codes qu'on lui a transmis. C'est ça. Voilà. Donc cette espèce de moi, c'est que tu dis, qui s'élabore en fonction de l'environnement, avait quand même un socle de référence qui était ce moi brimé, probablement humilié, probablement en souffrance quoi, dans l'entreprise. Il là prend sa revanche. Mais alors, c'est terrible parce que l'outillage numérique qui vient avec, et surtout quand le gars est intellectuellement outillé et très bon, ça démultiplie. Voilà. Ça démultiplie. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus d'abord intéressant et stimulant intellectuellement, mais important sur le plan déontologique, selon moi, tu me diras si tu es d'accord, d'aller creuser finement les modes de harcèlement psychologique dans les réseaux sociaux que dans les entreprises. Parce que je pense que dans les réseaux sociaux, ils font plus de dégâts. Oui, et puis il y a un risque, c'est-à-dire qu'au moment où ça commence à s'équilibrer, ce qui va se développer sur les réseaux sociaux, ça va aussi retourner dans l'entreprise. Ouh, que c'est vrai! Et ça c'est terriblement vrai ce que tu dis. J'avais complètement oublié, c'est très vrai. Ça commence à... Oui. Ça retombe dans l'entreprise parce que ça devient... D'ailleurs, quand on parle de social selling, au début, il y a une intention tout à fait louable que d'exploiter intelligemment les réseaux sociaux pour développer ses ventes et sa visibilité. Et beaucoup de gens le font avec une honnêteté intellectuelle absolument remarquable. Je leur fais un hommage d'ailleurs, parce que beaucoup me nourrissent. Et je suis ravi de moi-même de m'exprimer pour eux, parce qu'on se donne beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié. Il y a de vraies amitiés qui émergent. Tiens, tu vois, nous, on se rencontre aussi tout bêtement parce qu'on a échangé sur un réseau social. C'est superbe. Mais c'est vrai que là aussi, à force, en quelque sorte, d'instrumentaliser
le réseau pour atteindre un objectif, on devient soi-même, avec cette espèce de moi avatar, l'instrument de l'instrument. Ben oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est une mise en abîme tout à fait effrayante. C'est systémique. C'est systémique parce que, en fait, pour m'insérer moi-même dans la logique des réseaux, je vais travestir ma personnalité. Tu vois, je vais te faire une réflexion aussi qui va peut-être t'amuser, qui peut sembler très anecdotique, et pourtant, pour moi, elle est énorme. Énorme parce que c'est mon sujet de communication le plus complexe. J'ai eu 20-20 là, à ta place, qui est un gars très connu des réseaux sociaux, tu connais peut-être pas, mais je le trouve brillant, amusant. C'est un gars génial, d'accord? Bon. Et il a un succès tout à fait mérité dans les réseaux, d'accord? Bon. Mais comme il a beaucoup de succès, on pouvait parler de ce que c'est que avoir du succès, d'accord? Et à un moment donné, il me fait un petit clin d'œil, il me dit, mais Fred, tu peux pas dire que t'aimes pas avoir beaucoup de likes. Je fais, non, c'est vrai, j'aime bien avoir des likes, j'aime bien être un peu populaire, tout ça. Mais il me dit, alors pourquoi tu me fais croire que tu n'es pas en quête de ça? Et là, en fait, c'est là que j'ai mis le doigt sur ma difficulté. C'est-à-dire, si un mec comme lui, avec beaucoup de bonhomie, et avec un peu d'astuce et de, comment dire, et certes, de beaucoup de gentillesse, mais s'il commence à aller sur ce terrain-là et me taquiner, je sais pas quoi lui répondre. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire passer cette idée toute simple, qui est qu'il existe des gens qui vont mettre un soin particulier à ne pas être là-dedans. Parce que j'ai tellement compris le piège. D'ailleurs, ça m'est arrivé, comme tous les gens qui ont fait des tests, d'avoir sur un malentendu, si tu veux, 4000 likes, même sur un post LinkedIn, tu vois, ça m'est arrivé il y a 1 an et demi. Bon, on peut dire que c'était pas tout à fait moi, si tu veux, j'utilisais une vidéo qui n'était pas à moi, mais dans laquelle j'avais mis ma théorie, ma manière de faire. Donc sur le moment, effectivement, ça m'a fait une petite flatterie égocentrique. Et puis je l'ai immédiatement regretté. C'est pourquoi? Parce que il n'y avait aucune conversation qui en découlait, et que de toute façon, les conversations, je ne pouvais pas les gérer. Alors ça n'engage que moi, hein. Je ne suis pas en train, en mode ayatolesque, de dire aux gens, vous devez penser comme moi. Je dis de manière très personnelle, j'étais pas à l'aise. Et j'ai préféré, si tu veux, garder ce que j'estime être un vrai plaisir de privilégié, quoi. C'est des conversations qualitatives avec peu de monde pour faire des rencontres avec des gens de qualité comme toi. Bon. Et après le faire partager à ma communauté. Mais donc, je dois réussir à expliquer aux gens que j'ai développé un système mental qui me préserve d'être la victime de mon moi numérique. C'est-à-dire, j'ai décidé de ne pas être populiste, ce qui passe aussi, alors c'est marrant, c'est une inversion de l'ambiguïté, par le fait de ne pas chercher à être populaire. Parfois même, résister à cette petite pulsion que je ressens à l'intérieur de moi, parce que je sais qu'elle va me faire du mal. Et que de toute façon, il y aura toujours 2-3 cons pour gâcher le plaisir, jouer les trolls désagréables, parce que dès que tu as un peu de succès, il y a toujours 2-3 cons qui viennent t'engueuler, ou des gens qui tentent de rabaisser le débat, ou parce qu'ils ont l'impression d'avoir payé une place de cinéma, alors ils viennent te faire chier alors qu'ils avaient qu'à zapper, enfin tu vois, j'ai envie de leur dire merde. Pardon, là je deviens vulgaire, mais c'est juste pour qu'ils sachent bien que ceux-là se reconnaissent. Donc toi, là, si t'en fais partie, vas-y, laisse-nous tranquille. Qu'on reste un peu entre amis. Et donc, c'est invendable. Si tu, d'abord, dans le monde professionnel, et c'est pour ça que j'aime bien le lien que tu fais avec l'entreprise, dans le monde professionnel, dans le cadre de ma prestation, là, s'il y a un directeur marketing qui m'écoute et qui avait l'habitude de bosser avec moi, peut-être qu'il va arrêter de bosser avec moi et dire, il est fou celui-là, il est en train de m'expliquer qu'il ne faut pas chercher à gagner des suffrages dans les réseaux sociaux. Et pourtant, et j'aimerais réussir à outiller mes proches là-dessus pour les enjoindre à me rejoindre sur ce terrain-là, parce qu'on est vraiment heureux. C'est pas vivons cachés, parce que ça, c'est un extrême, d'ailleurs, candide et pas réalisable de nos jours. C'est pas vivons cachés, vivons heureux, non, j'y crois pas. On est obligé d'être visible, mais une visibilité, en quelque sorte, qui est agrémentée d'un filtre volontairement complexe pour que l'on se rejoigne ensemble dans un espace de confiance où on a ensemble fait un effort de formalisation. De la mesure, en fait. Il faut de la mesure. Et du filtre. Ah oui, il faut du filtre. Enfin, la mesure, c'est du filtre. Il faut être, placer le curseur à un endroit où chacun se sent bien. Mais expliquer ça aux autres, c'est pas forcément faisable et c'est pas forcément utile. Tu vas perdre énormément d'énergie. En fait, tu peux vendre quelque chose que s'il y a des acheteurs. Hein. Alors, tu sais pourquoi je veux l'expliquer aux autres? Parce que je pense que c'est bien d'apprendre à gagner en acuité, en précision, en ciblage. Mais il faut que l'autre soit acheteur, c'est-à-dire qu'il fasse la démarche. Il dise, tiens, j'ai quelque chose à découvrir. Si ça n'existe pas, tu n'arriveras pas à vendre ton idée. Tu m'intéresses là. Il va falloir On n'est pas d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est pour des raisons intéressantes. Tu vas placer les gens dans des situations où par eux-mêmes, ils vont se dire, voilà, j'ai besoin de cette information. Et tant qu'ils n'auront pas fait ce déclic-là, ils vont peut-être comprendre intellectuellement ce que tu dis, mais ils ne vont pas comprendre au sens latin, c'est-à-dire prendre avec eux. Ah, prendre avec eux, oui, tout à fait. Et donc, c'est ça le vrai problème. Mais tu sais pourquoi tu m'as scotché là? Non. Parce que je me suis méfié de moi-même. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que si je vais au bout de mon raisonnement, je ne vais pas avoir l'air d'être ayatolesque
de ma propre doctrine. Et Bah, parce je que sais pas, je... essaye. Ouais, mais parce que j'ai envie de l'être. Oui. Parce que je suis convaincu que c'est la bonne. Et quand je dis ça, je sais, c'est mal. Non, ce que je dis, évidemment, d'abord va s'affiner par les interactions de qualité avec les gens et que ma théorie ne peut pas être la dernière. D'ailleurs, le propre de toute démarche scientifique, c'est de se remettre en question en permanence. Donc on ne peut pas... Voilà, Karl Popper. Exactement, et c'est la base de la démarche scientifique et fondatrice de toute une civilisation en plus. Donc je ne vais pas moi dire que j'aspire à une précision éternelle, c'est impossible. Mais en même temps, j'ai envie de me battre pour ça. Pourquoi ? Parce que, alors, d'abord, j'en ai marre de tout ce bruit pour rien, mais ça c'est une remarque en passant. Il Ça sera serait... toujours là. Mais je sais que là, j'arriverai pas à changer les choses, c'est débile même d'en parler. Non, là où ça devient intéressant justement, c'est, alors tu dis il faut qu'il y ait une demande exprimée. Ben ouais, mais les entreprises dont tu parles, et y compris les individus, les entrepreneurs qui me consultent. Et tu sais que moi j'anime des pitch parties, donc j'ai des gens qui viennent en pitch party se déshabiller littéralement, de expliquer tout leur modèle et dire voilà, est-ce que tu peux m'aider à le mettre en valeur. Et en fait voilà, et là il y a une confusion, une sorte de dissonance cognitive comme on dit, qui est je suis en quête de visibilité, d'accord, mais toi tu m'expliques qu'il va falloir filtrer, donc mettre de la mesure pour ne pas céder au chantage des sirènes du populisme 2.0. Et quand je dis ça, j'ai l'air d'un mec compliqué, alors qu'en fait, je suis convaincu que c'est ça la simplicité, ce que Morin appellerait la simplexité. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut casser cet excès de complexité, mais bien comprendre qu'atteindre la simplicité est en soi un processus complexe, d'où la simplexité, et je trouve que c'est une idée très puissante, très juste, très intelligente, parce que rendre les choses simples, c'est en soi un processus qui exige beaucoup d'énergie, voilà. Mais je pense qu'on doit le faire. Parce que quand tu as trop, tu vois, quand tu te pollues toi-même par cette construction d'un moi numérique qui te fait ombrage, tu oublies au passage d'être authentique dans ta démarche. Et surtout, tu vas te planter, moi je le pense sincèrement, tu vas te planter sur le plan business. Parce qu'à vouloir rassembler large et à vouloir plaire à tout le monde et à vouloir gagner ces espèces de combats de coq permanents, ça n'a pas d'intérêt. Mais on est d'accord. Ça n'a pas d'intérêt, mais pourtant tout le monde le fait. Donc ça veut bien dire que le moi numérique est façonné par l'outil. Oui, mais et tu ne pourras pas par le discours arriver à faire changer ça. Alors d'abord, ça vaut le coup d'essayer ou pas ? Il n'y a que l'acte qui va. Alors l'acte, c'est placer les gens dans des situations qui vont déclencher le schéma cognitif qui sera favorable à cette prise en charge. Tu sais que là, sans le vouloir, toi et moi, on est arrivé sur mon sujet favori, que j'appelle la transformation cognitive. Oui, c'est ça. Par référence à la transformation digitale que je trouve très, comment dire, concept élémentaire. Je ne veux pas le contester, mais je veux l'enrichir, voire le transcender si possible, avec cette logique de transformation cognitive. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas la transformation dite digitale, c'est la transformation justement cognitive, donc de nos moi. Ouais, c'est ça. En l'occurrence, nos moi multiples qui deviennent matriciels 3D dans l'espace numérique, ça nous transforme le digital. Bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr, ça nous fait. Tu sais que je te l'ai pas dit, Jean-Pierre. Des repères, oui. On va faire une conférence sur la transformation cognitive. Il faut que tu fasses partie des intervenants. C'était complètement là-dedans, toi. Avec plaisir. Bon, transformation cognitive, ça te semble un concept préhensile ? C'est parfait. Je le teste parfois sur mes invités. C'est parfait. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Bon. Toi, tu es un autodidacte d'ailleurs de la théorie cognitive. Tu t'intéresses à ça ? Tout à fait. Depuis des années ? Depuis que je suis en troisième, oui. Ah oui, donc depuis, on va pas dire ton âge, mais ça fait... J'ai 63 ans, il n'y a aucun problème, ça fait un certain temps. Donc, oui, d'accord, ok. Ouais. Donc je me suis intéressé à la façon. Alors quel est ton œil de passionné de la psycho sur ce que je viens de dire, l'espace numérique, ses projections de moi, tous les dérapages possibles. Admettons par exemple, tu parles à ta fille et tu voudrais lui donner des conseils d'usage. Admettons qu'elle soit demandeuse pour rester conforme à ce que tu disais. Ça lui arrive. Oui. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que tu lui dirais pour se prémunir de cette déformation du moi dans l'espace numérique ? Le premier travail qu'on a à faire, en fait, c'est déjà de retrouver son libre arbitre, parce que notre libre arbitre est extrêmement contraint par justement tout ce qu'on essaye d'être de façon artificielle, tous ces éléments, ces repères sociaux sur lesquels malheureusement toute la société, le marketing, etc. nous renvoie sans arrêt dans la figure. Donc il faut reconstituer son libre arbitre et il faut se doter des outils qui vont nous permettre d'analyser. Juste une parenthèse pour bien comprendre cette notion de libre arbitre. Tu ferais partie de ceux qui croient dans ces déterminismes qui, si on ne cherche pas à les analyser, nous constituent, nous définissent.
C'est ça que tu veux dire, Oui, reprendre c'est son ça. libre arbitre. C'est-à-dire être capable d'analyser des situations Oui. et de pouvoir dire, bah là, à la limite, là, je me suis trompé, bon, c'est pas un problème, je gère. Je me suis trompé, donc j'ai fait une erreur, donc je serai meilleur demain. Voilà, c'est le concept de base. D'accord, C'est-à-dire, ok. je Dans ce veux sens. pouvoir juger d'une situation. C'est-à-dire Donc là, je suis allé trop on loin, me en fait. dit, on me dit A ou B, voilà, il faut faire A. Je veux pouvoir vérifier, comprendre, le positionner ça par rapport à justement mon référentiel gnoséologique, essayer de déterminer une sorte de plausibilité de l'information que je reçois. Je vais éliminer les fake news, je vais éliminer les effets de mode, je vais éliminer un certain nombre de choses. Voilà. Donc là, c'est ce que tu dirais à ta propre fille. Ça, Commence c'est ce que je par dirais. Commence par activer ton sens critique. et être capable de. Et tu vois, de moi qui suis positionner. tristement, et j'en suis désolé pour tous les gens que ça rend malheureux, quand on parle de déterminisme, tu sais, c'est toujours un peu. Enfin, C'est toujours une claque pour notre orgueil humain, mais moi je pense, Ouais. je suis déterministe, et je pense qu'il y a de très rares moments de fulgurance, de liberté, où on est capable de reprendre notre liberté. Et je pense malheureusement que l'espace, alors puisqu'on est en train de parler d'espace numérique, je pense qu'il façonne notre personnalité, et que la doctrine, par exemple, d'un réseau social, la doctrine de LinkedIn, finit tellement, alors non seulement elle influence la manière dont on rédige, parce qu'il y a une sorte de, de bonne manière de faire, tu vois, consensuelle, qui se diffuse, quoi. C'est-à-dire que rentrer dans la communauté LinkedIn, c'est le faire de telle sorte que ça marche. Donc on commence par adopter donc ce qu'on peut appeler des codes implicites. Quoi qu'ils sont de plus en plus explicites, puisqu'on a des spécialistes qui nous disent voilà comment il faut faire. Bon. Et alors, jusque-là, ça va, c'est innocent, ça va, c'est un outil qu'on essaye de maîtriser. Mais moi, je prétends qu'au bout d'un moment, il nous détermine, c'est-à-dire qu'il transforme ce moi projeté, cet avatar, et que cet avatar, en plus, au bout d'un moment, quand on est trop addict, eh bien, il définit notre personnalité. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est ça qui me fait peur. Mais c'est sur ça qu'il faut essayer de résister à minima. C'est là-dessus où si comment on peut? Mais c'est en soi qu'on va trouver. Comment tu peux conseiller une personne que tu estimerais être une victime de cette transformation de soi qui se passe subrepticement et à mon insu? C'est un travail. Voilà, c'est un travail qu'on a à faire. C'est comme du sport. Il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut prendre du recul. Ouais. Il faut augmenter notre capacité d'abstraction. Notre capacité d'abstraction. Mais c'est vrai en dehors du digital aussi, dans toutes les sociétés, les influences qu'on a, des groupes. Non, ça je sais bien, mais moi ce qui m'embête dans le digital, c'est que je trouve que la capacité de nuisance de certains prend une dimension exponentielle. Mais si chacun de nous est doté d'outils qui vont permettre de détecter les finalités, les positionnements, les cognitions des gens, on va être capable de prendre plus de recul. Par exemple, j'ai fait un système, un processeur d'intelligence artificielle que j'ai amené à une start-up qui l'exploite, qui s'appelle Clevermate. Et cette start-up, elle fournit maintenant en SaaS un service qui va permettre aux data scientists de l'utiliser. Ce système fait de la détection de traits de personnalité. Ah wow. Et en fait, ça le fait par résonance. On a des résonances cognitives, des résonances attitudinales, des résonances gnoséologiques. Le principe est le suivant. Si par exemple tu fais un questionnaire que tu envoies à quelqu'un, il ne répond jamais à la question. C'est son avatar analytique qui répond à la question. Mais ce n'est pas l'avatar pilote quand il va être en situation. Tu veux dire par là qu'il ne répond jamais de manière suffisamment automatique? Non, parce que le questionnaire le met en situation de trop réfléchir ou pas? Eh bien oui, forcément, inévitablement, et il va répondre. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet laboratoire. On sait qu'on est étudié, donc on tente de bien se comporter par rapport à ce qu'on anticipe comme étant la bonne étude qui fonctionne bien parce que je suis un bon sujet. C'est tout à fait ça. Et que l'on le veuille ou non, on va. Donc ton moteur permet de détecter ça en quelque sorte? Déjà, moi je place la personne dans une situation de stress finalement. Je lui interdis de lancer cet avatar analytique. Et comment tu peux faire ça? Eh bien, avec le temps, par exemple, on a des moyens excellents aujourd'hui qui sont la vidéo, par exemple. Ah oui, d'accord, avec le temps. C'est-à-dire que tu limites le temps et tu demandes à une réaction réflexe. Je vais demander d'appuyer sur des boutons en fonction d'un certain nombre de choses. Par exemple, c'est une des techniques, il y en a plein d'autres, qui vont me permettre de placer l'individu dans l'instantanéité. D'accord. Donc déjà, je vais éliminer cet avatar qui pollue, qui est en arrière-plan. Donc ça c'est ensuite, toutes les propositions que je vais lui faire, sous une forme ou une autre, d'image, de position de l'image ou autre, elles sont équivalentes. Elles sont toutes équivalentes. Sauf que le mécanisme qui est en résonance avec ça n'est pas le même.
Et donc la personne va ne voir qu'une des solutions, parce que c'est celle qui fait sens par rapport à lui. Je fais un système de résonance comme on le fait en électromagnétisme, si tu veux. Et donc... Alors quel en est l'usage à l'arrivée? Eh bien, l'individu se positionne et révèle un schéma cognitif, révèle une attitude, révèle... Donc, usage pour l'individu, tu le renseignes sur lui-même. Alors, je le renseigne sur lui-même, ou je souhaite cette information pour créer, par exemple, des groupes plus performants, en disant, voilà, je veux mettre des gens qui vont bien travailler ensemble, parce que leur mindset, etc. Parce qu'ils ont des réflexes compatibles. Compatibles, voilà, tout à fait Ça marche, complémentaires, ça ou autre, ça marche. Ça, c'est Là, quand même on le saint sort- graal de la constitution des équipes. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on va pas te critiquer aussi, tu sais, Alors, avec oui, un prétexte de attention, c'est un peu invasif, non? bon, soit. Tu as eu des feedbacks critiques comme ça Non, où bah, les gens encore ont là, tendance à bien fonctionner? la chose sort, À accepter. donc je n'ai pas encore Ah, de c'est ça. recul. D'accord. Moi, j'ai déjà utilisé Bon, ça. de toute façon, dans- tu ne caches rien dans la démarche, tu Je explicites rien, bien aux gens c'est qui participent. clair. Voilà, C'est je fondé suis- sur le Ah bah oui, ça, c'est certain. Après, l'individu peut s'en servir effectivement pour se positionner par rapport à lui-même. Après, Ouais. voilà. Je suis mis en résonance dans ces situations, c'est moi, point. Et bon, après, ils acceptent pas, mais c'est au moins une D'accord. image, un reflet. Ça peut servir effectivement, dans le cas de la bienveillance, on espère, de créer effectivement, ou placer des gens dans des situations qu'ils maîtriseront mieux, ou des Ouais, choses ça. comme ça. Ça peut avoir aussi un effet négatif, ça, on n'en Ouais. convient pas. Oui, Donc, c'est après parce que de toute question façon, la donnée, d'usage. c'est toujours pareil, c'est pas la donnée en soi qui est mauvaise, hein, c'est l'usage qu'on en fait. Voilà. Donc, bon, après, c'est à l'extérieur du système, en fait, qu'il faut mettre les garde-fous. On a le GDPR, on a un certain nombre de choses qui nous Bien sûr. permettent de J'imagine que garantir. la start-up sur laquelle tu travailles, c'est le tiers de confiance externalisé par rapport à Bah, l'entreprise oui, qui garantit alors, la confidentialité si- des données. ah bah Mais oui, bon, ça on est bien peut d'accord, faire. toi et moi, que les gens auront toujours peur quand même, hein. Après, c'est un Mais bon, outil, ça, ils c'est un autre prennent ou débat. ne le prennent pas. Voilà. Ouais, ouais. C'est- Non, mais justement, ça Mais- sera bien dans 6 mois, 1 an de te réinterviewer Ouais, à ce pour voir sujet. le retour. Parce que tu lances ce projet quoi, de Tout à façon fait. imminente, là, c'est Bah ça? oui, voilà, fin septembre, là, les premiers POC vont être faits. Donc, la finalité, c'est de construire des équipes Oui. avec des gens compatibles entre eux. On est d'accord Voilà, sur c'est ça, Ok. ou donner des renseignements à un individu sur ses réflexes futurs dans certaines situations, par exemple. Alors, ça ne traite pas de tout, hein, c'est pas magique non plus. Il faut pour ça faire un modèle à chaque fois, donc c'est du temps, donc il faut réfléchir à la Moi, je chose. peux te proposer des cobayes. Ah ben oui, je vais leur avec poser la grand question. plaisir, ouais. Je suis animateur d'un groupe qui s'appelle Eforst. Oui, C'est une démarche associative, mais en tout cas réellement collaborative, Mhm. fondée quand même sur la générosité, un certain nombre de valeurs auxquelles on adhère ou oui, pas. oui. Depuis que j'ai lancé ce groupe, il y a environ entre 2 à 4% de gens avec qui ça n'a pas marché. Bon, Gentiment, ça je dis écoute, t'es pas du tout fait pour être Mhm. là, etc. Bon, certains, on en retire un certain ressentiment. Bon, mais enfin, voilà, c'est pas évident, si tu veux. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est désagréable d'être le messager, d'être celui qui va dire à une personne, ouais, là, tu sais, il y a un truc qui marche pas. Je déteste être ce mec-là, mais à un moment donné, il faut que je le sois, puisque je prétends avoir le leadership sur ce groupe. Et pourquoi je t'en parle? Parce que moi, si sur la base du volontariat, on me proposait, alors sur la base du volontariat, la clarté totale, la transparence totale de la démarche, en explicitant bien comment fonctionne l'algorithme, quel est l'outil qu'il y a derrière, si je pouvais mettre cet outil à la disposition de ma communauté pour voir, notamment dans les groupes de travail, là en plus on a une certaine aspiration à faire émerger un comité scientifique, Oui. et donc il faut qu'il y ait des groupes, des commissions de recherche. On pouvait faire bosser ensemble des gens qui sont compatibles. Donc je pourrais, si tu veux, si ça peut aider ta startup, Oui, leur bien proposer d'aller au bout du test. Donc Bah les oui, amis c'est d'Eforst, bon, vas-y. bientôt on va faire votre profil Voilà, psychologique. on peut se mettre en relation avec la start-up et on Mais moi je n'en organise ça. saurais rien. Je suis comme un DRH d'une entreprise à qui tu donnes Chacun- pas l'info. C'est voilà. juste chacun fait ce qu'il veut de cette info. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc c'est quoi le livrable? Tu vas dire ça, enfin telle et telle personne sont plutôt compatibles entre elles. Tu vas un peu expliquer pourquoi, comment ça Oui, marche. ben, on va regarder par rapport à un certain nombre de sujets. Ouais. Par exemple, on veut tester... Non, mais je veux dire, comment tu le restitues? Comment tu expliques Ah aux bah, gens? j'ai un graphique. Oui, C'est un petit peu comme les études et tu leur donnes psychologiques. un- Je leur donne un voilà. PDF, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Mais comment tu leur explicites le fait qu'ils sont compatibles entre eux sans, comment dire, Ah bah. en prenant aussi peu que possible le risque de les vexer, en leur peut-être disant des choses avec quoi ils sont. Ah non, j'ai pas envie Non. de bosser avec un tel. Quand- Donc il faut que tu justifies ta démarche. Oui, mais Intellectuellement, là, c'est pas les, évident. les N personnes vont dire, par exemple, on veut travailler ensemble. Parce que là, il faut que les trois soient d'accord. Par exemple, D'accord, si voilà. on veut faire un groupe de trois. Mais tu peux identifier des failles. Mais Il se peut aussi que dans ce groupe, tu dises ah ben non, finalement, vous n'êtes pas forcément. Voilà, il va y avoir des où faiblesses. là, il manque des choses. Il faut peut-être que vous ayez un quatrième qui D'accord. soit là-dessus, etc. Enfin, il y a un Parce certain que là, tu as nombre quand même une problématique de d'informations. communication pour être sûr que les gens ne se braquent pas. Et... Oui, c'est sûr. Non, mais c'est pas un outil parfait non plus. Voilà. Ça peut être utilisé de façon. Écoute, beaucoup je plus vais proposer au innocente. groupe qu'on Ouais. fasse le test si tu veux, si ça peut aider. Ça peut être utilisé de façon très innocente, par exemple pour paramétrer un logiciel.
Ah, d'accord. En Ça, c'est disant, intéressant. je peux créer un logiciel qui va être configurable en fait en fonction de la personnalité des gens, de certaines personnes, comment ils réfléchissent. Je prends le cas d'un MOOC par exemple. Tu as des MOOC qui sont en ligne. Alors, le créateur du MOOC a décidé qu'il y a des exercices, des machins, il les a mis dans un certain ordre. Peut-être que pour la personne, il vaut mieux faire l'exercice avant de faire le cours, ou le cours avant l'exercice, ou on peut organiser un certain nombre de choses. Donc on donne de la variabilité. Cette variabilité, elle peut être attachée à des personnalités particulières. Je fais une mesure avant de la personnalité de l'individu, je lui présente le MOOC d'une certaine façon où il va se sentir à l'aise. D'accord. C'est bon Donc là, enfant, pour je le dirais, développement d'interfaces ergonomiques sur mesure. par exemple. Mais il y a quantité d'applications qui peuvent être faites, D'accord. tu vois, qui ne sont pas forcément discriminatoires, quoi. Et moi, elle me fait un peu peur, ta techno, quand même. Oui, Parce que j'aimerais pas qu'elle tombe. Tu vois, on parlait. qu'elle tombe. Je donne un exemple. Alors, c'est un peu J'entends. méchant parce que nos amis de LinkedIn, il y a quand même Alors. plein de gens qui font du bon boulot, mais imagine que ça tombe entre les mains de gens très haut placés dans un réseau social tel que LinkedIn, C'est vrai. et qu'à terme, ils en fassent un usage un peu dark, quoi, tu vois. Oui, mais malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est ce qui est possible sera. Oui. Et puis probablement, ils le font déjà et on le sait pas. Voilà. Et si c'est pas moi, c'est d'autres qui vont le faire. De toute Oui, façon. ou alors, toi, là où tu as une carte à jouer, c'est peut-être proposer qu'il y ait une transparence additionnelle. C'est-à-dire que, tu vois, peut-être que, bon, enfin, pas peut-être, c'est sûr, il y a des addictologues qui travaillent sur notre stickiness aux réseaux sociaux, hein, on est accroché à ces interfaces. C'est bien parce qu'il y a des gens qui les étudient pour qu'elles soient aussi attractives puis addictives que possible. Mais peut-être qu'un système comme le toi serait une manière d'objectiver ça, de donner une info de manière transparente. C'est-à-dire, on pourrait imaginer un réseau social qui dise voilà l'analyse que nous faisons de vous, et voilà ce que nous vous proposons, et donc il y aurait peut-être un peu plus de volontariat, tu vois, Mais- plutôt que le faire par devers l'utilisateur, qui devient, comme on sait, hein, c'est devenu un cliché, l'utilisateur qui a un accès gratuit à la plateforme réalise que si c'est gratuit pour lui, c'est que c'est lui le produit. Absolument. Bon, Mais enfin, donc- il le sait, mais il n'en est pas forcément réellement conscient. Et oui, c'est ça. Donc peut-être que tu pourrais renverser la vapeur. Alors pardon, on réfléchit à vote, mais tu pourrais renverser la vapeur et proposer un outil comme le tien pour dire, et si on était en full disclaimer, en full disclosure de la chose, totalement transparent, en disant voilà ce qu'on pense être votre profil psychologique, aidez-nous à la, enfin votre profil d'utilisateur, pardon, enfin bon, pas non plus employer peut-être les trop grands mots, mais on se comprend, et donc proposer à l'utilisateur d'affiner son usage en fonction de ce que l'on lui oui, bien dit sûr. de façon Parfait. explicite, avoir compris de lui. Voilà. Oui, oui. Pourquoi pas? Ça serait peut-être une nouvelle ère de transparence rendue indispensable. Ouais, et du coup, ça pourrait peut-être amener quelque chose, c'est de dire attention, vous êtes en train de développer une addiction au réseau. Mais moi, il y a un truc qui m'arrangerait vraiment, c'est si à terme, ton outil permettait de dire à mon pervers narcissique, attention, vous commencez à avoir un comportement de pervers narcissique, vous avez déclenché votre moi tordu. Oui, mais il n'en fera rien de cette information-là. Bah, pourquoi pas? Non. Il n'en fera rien. Je te sens un peu pessimiste là-dessus. Ah mais non, mais c'est... Moi, j'ai encore c'est espoir du de pouvoir pragmatisme. conscientiser les gens, leur dire un message qui ne soit pas exprimé de manière d'ailleurs adversative. Hein. Quand on dit à quelqu'un « t'es pervers narcissique », c'est vrai que c'est un peu blessant, surtout on prend toujours le risque de se tromper, donc c'est pour ça que j'ai pas osé lui dire, quoi. J'ai dû lui dire qu'une ou deux fois, dans des moments où c'était vraiment, il y avait accumulation, mais je dirais pas ça à quelqu'un d'emblée. Hein, bon. Et évidemment, là, je suis presque dans la boutade, mais mon point quand même, c'est que si l'on pouvait, en quelque sorte, imaginer une plateforme comme la tienne qui apporte, par le truchement d'une intelligence artificielle de plus en plus intelligente, de plus en plus pertinente sur le plan cognitif, de l'analyse cognitive. Si on était capable de me dire, attention, tu es en train de te comporter d'une manière qui n'est peut-être pas conforme à ton propre système de valeurs affiché, ce serait intéressant, ça. Bah, Surtout pour l'entreprise qui voudrait que ses employés se comportent bien. Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est, encore une fois, c'est placer l'individu dans des situations. C'est-à-dire, par exemple, lui montrer des scènes où il y a l'exercice de ça. Voilà, les scènes. Mais scènes, pas c'est lui, son usage. On ne peut pas lui dire à lui, on ne peut pas lui dire tu es. Parce que ça, il l'intégrera Et puis c'est pas. trop violent. Il n'intégrera pas. Ouais. Ce qu'il faut, c'est effectivement le faire prendre conscience de la nocivité de la chose en le projetant sur d'autres. Sachant d'ailleurs que bon, il y a déjà des outils finalement, alors on va dire par analogie, qui me donnent une information sur moi, mais de façon ultra positive et flagorneuse. Par exemple, mon statut de super expert sur LinkedIn, LinkedIn m'a dit « tu es un expert absolu ». Elle me fait marrer cette expression que je trouve ridicule. « Je suis un expert absolu ». Ah bon, pourquoi? Bon, mais quelque part, il y a cette... on commence peut-être à être dans cette dynamique, peut-être qu'un jour,
on sortira de ce sacro-saint principe qui est il faut communiquer en mode bisounours, bienveillant, ultra positif avec les gens et ne leur faire que des flagorneries. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra peut-être les amener à aiguiser leur sens critique. Tu sais qu'en Angleterre, il existe une association dont j'oublie le nom, mais qui est une association qui s'est donnée pour mission de développer le sens critique. Oui, bah Et ça, j'ai c'est cherché, génial. mais j'ai cherché un équivalent en France, il n'y en a pas. Ah, c'est possible. C'est intéressant, hein, parce que nous, les Français, on pense, de par notre culture latine, qu'on est, et notre On est culture tous cartésienne, on est critiques. naturellement critique de Ça, tout. ouais. Alors qu'en fait, moi, je trouve que, par exemple, inculquer aux enfants, ce qui est une des Oui. missions de cette association anglaise, inculquer aux enfants un sens critique Ouais, c'est ça. est beaucoup plus important, ou au moins aussi important que, par exemple, une éducation civique. Oui, c'est vrai. Non, mais tout à fait. Et le réseau social pourrait être un fantastique outil pour nous renvoyer une sorte de miroir, Oui. comme ça, de notre fameux moi social 2.0, Mais, et nous faire réfléchir à qui nous sommes. mais ça dépend de ce que c'est. C'est-à-dire que quand on est un peu à la marge, qu'on n'est pas trop loin, on peut effectivement se placer dans ces discours qui vont permettre de faire réagir la personne. Mais quand il y a une distance qui est importante, le message n'est pas pris. Il n'est pas intégré. Qu'est-ce que tu entends par distance? Bah, Le problème fait est que- trop grave, quoi, c'est ça? C'est trop grave. J'ai quelqu'un qui est un pervers narcissique. C'est maladif. Ce n'est, Ouais. on est dans le cas clinique finalement à la limite. Hein. On Oui, est oui, moi je plus- suis. Alors on- bon, je dis ça parce que j'ai fait une formation en 2016 en théorie cognitive, donc Oui. je me permets d'aller sur un terrain que je ne maîtrise pas, mais je pense que je peux y aller plus que la plupart des gens qui en parleraient trop vite. Et bref, donc cette précaution oratoire étant prise, je suis convaincu que le personnage est dans une névrose obsessionnelle. Bah oui, c'est ça. Ouais, Convaincu. je comprends. Et Donc, effectivement, tu peux pas faire sortir tu peux quelqu'un pas- de ce déni. Il faut travailler. Ouais. Travailler. En tout cas, merci Ah bah, Jean-Pierre d'avoir voilà, accepté je suis- avec moi. On recommence quand tu veux. Ou alors surtout voilà, d'aller sur ce terrain super touchy. On a essayé dans une vidéo qui est en plus trop longue selon les canons de beauté des marketeurs du web. Mais pour moi, Je crois qu'on t'a déjà dit ça. voilà, on me l'a certaines dit plein de fois, ça m'énerve. Mais j'aime bien justement, même s'il n'y a que 50 personnes qui la regardent cette vidéo, se dire on a assumé un peu de complexité, un peu d'ambition. Et puis parce que, alors je le dis pour nos amis internautes et je le dis pour toi, je vais te laisser réagir là-dessus. Moi je pense que c'est un ferment énergétique. C'est-à-dire je pense qu'on prend le risque, si tu veux, de peut-être même de dire des conneries à l'image parce qu'on est là sans filet dans l'impro, mais on explore. Et pourquoi je dis ferment énergétique au sens de séminal, hein, on plante une graine, il va peut-être pousser quelque chose derrière. Et je pense ferment énergétique parce que ça nous donne une énergie à aller plus loin après. Oui. On s'est mouillé quoi. Bah Tu vois oui, comme Et j'aimerais toujours. beaucoup écrire à quatre mains avec toi un article, ou peut-être Parfait. avec d'autres personnes d'ailleurs, ça pourrait devenir une sorte de blueprint, de quelque chose qu'on partage. Un truc, évidemment, alors pas facile à faire, mais aller sur ce terrain d'une phénoménologie des réseaux sociaux. Bah écoute, on va faire une étude. Et T'es puis, prêt à le faire? Ah ouais. Ok, alors On c'est est ça. génial. Ça veut dire que là, on a abouti à une intention commune qui est très intéressante. Chers amis internautes, vous avez vu ce qui se passe là? Sympa, hein? C'est pas du tout prémédité. Rejoignez-nous, peut-être. Rejoignez-nous. Venez nous titiller. J'ai forcément dit plein de bêtises là dans le feu de l'action. Oh, lui non, hein, mais ça c'est parce que c'est mon invité, je suis obligé d'être sympa avec lui. Ouais, ça. Mais corrigez-nous. Et puis, regardons ce qu'on peut faire. Il y a un vrai sujet. Moi, je suis totalement concerné. Je suis jeune papa, j'ai un enfant de 8 mois. Alors, c'est cliché ce que je vais dire, mais maintenant, je m'inquiète. Tu vois, j'ai un niveau d'inquiétude supérieur. Déjà, j'étais inquiet avant, c'est dans ma nature. Je suis un grand anxieux, j'avoue. Bon, c'est vrai. je me projette comme ça dans un monde dont je ne peux pas m'empêcher d'analyser la dangerosité. À certains égards, je vois que j'ai plutôt raison quand même. Hein. J'avais déjà un peu peur des réseaux bien avant Cambridge Analytica sur Facebook et tout ce qu'on fait avec nos données. Donc bon, ok. Mais maintenant, je suis à la puissance 1000 là-dessus. Parce que mon fils va arriver, enfin quand il va être ado, il va arriver dans un monde où tout ça sera encore plus prégnant. Waouh, sans rentrer dans la dystopie là, ce qui arrive me fait froid dans le dos. Parce que je crois vraiment que ça va trop vite pour notre capacité d'absorption et d'imprégnation, quoi, notre capacité d'évolution en termes épigénétiques, si tu veux. Oui. En tant que notre nature humaine ne va pas pouvoir s'adapter assez vite. C'est pour ça dépend. qu'Elon Musk il dit il va falloir qu'on se branche Oui. des processeurs sur le cerveau Mais- pour mais- augmenter notre capacité de calcul. C'est de la folie. Bon, ça me fait peur, tu vois. Ça va au-delà de l'humanité, en fait. Mais oui. Notre planète entière, la nature entière. En plus, bien sûr. Voilà, Alors, si tu convoques maintenant le problème écologique, on n'est pas sorti de l'auberge, on va pas c'est pouvoir ça. conclure la vidéo. Ouais, c'est vrai. En gros, on est quand même un petit peu dans la merde, même si toi et moi, indépendamment de ça, je pense qu'on est des optimistes, on est dans l'action, hein, sinon on Il ferait pas une vidéo. Bon. il faut réagir, il faut trouver des solutions, il faut convaincre. Ouais. Alors on va commencer par modestement, en demandant à nos amis du comité scientifique des Forst, et tous les chercheurs qui pourraient être intéressés, de nous rejoindre. On va monter des réunions, puis on va essayer d'aller sur cette logique de publication. Allez,
Banco. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un vrai sujet. Et je terminerai justement sur cette phrase magnifique d'un politique d'une autre époque qui s'appelait Antonio Gramsci et qui avait dit « Il faut garder le pessimisme de la raison », c'est ce qu'on a fait là, mais l'optimisme de la volonté, c'est ce qu'on va faire. C'est très beau. Merci, check avec moi. Merci beaucoup d'être venu, je suis ravi de te connaître en vrai. Mais merci tu as cessé également. d'être un avatar pour moi, Voilà. ça fait du bien. Ah ouais, mais j'en ai plein des avatars, t'en découvriras d'autres. À bientôt, Ok. chers amis internautes, vous avez vu, hein, il suffit de commencer à discuter, et puis on se retrouve ici, on passe un bon moment. À Merci, bientôt, Jean-Pierre. bientôt, au revoir.